Je suis revenu un petit peu aux sources puisque les freaks, les êtres comme ça qu'on considère comme différents, c'est un petit peu toujours les personnages qui m'ont le plus intéressé et qui quelque part émaillent tout mon parcours d'auteur et d'illustrateur. Et c'est vrai que quand il a fallu trouver un thème qui pouvait rapprocher tous ces univers très différents, parce qu'on va avoir des livres comme celui-ci qui est l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux, et puis on va avoir des choses comme les histoires de femmes samouraïs, La Petite Sirène, Cécité Malaga, ou La Meilleure Maman du Monde. A priori, on n'est pas tout à fait... c'est difficile d'arriver à les mettre ensemble, et que j'ai fini par trouver au bout d'un moment, il y a quelques mois, j'ai dit à Olivier, ça y est, j'ai trouvé, c'est des freaks. Voilà. En me regardant dans les yeux, j'ai oui, voilà. C'est tous des êtres un peu étranges qui essayent de se trouver, de trouver leur place en fait dans la société, dans les dogmes, dans les normes. Les femmes samouraïs qui se confrontent aux normes, au patriarcat. La meilleure maman du monde qui exprime que la maternité, c'est pas une question de genre, c'est pas une question uniquement de normes avec une famille. Il y a 1000 familles différentes dans la nature et c'est ça qui est intéressant. Et puis évidemment les méchants qui sont par essence en fait des êtres qu'on rejette qui sont parfois profondément méchants, ils sont des méchants, on va pas se mentir, et parfois aussi parce qu'ils sont incompris, ils vont se mettre à disons se confronter au monde à leur manière. Il y a différentes techniques dans l'exposition. D'habitude je travaille à 120%. Là, je pense que je suis à presque 200%. Hein. Vous trouver la couverture en vitrine. Parce qu'en fait, l'idée, c'était qu'en une image, il fallait qu'on raconte un peu l'histoire des personnages et leur univers, en fait, chaque double page, c'était une histoire complète, l'enfance en fait des méchants. On revenait à leur source et il fallait que l'enfant ou l'adulte se perde dans l'image et puisse découvrir en fait 1000 histoires, parce qu'en fait c'était une vingtaine d'histoires qui ramènent à 20 autres histoires de quand ils sont adultes et puis potentiellement 100 autres histoires qui se sont passées entre. Donc il fallait que, donc là par exemple on voit ce petit Dracula avec ses petits yeux injectés de sang, on voit qu'il voit pas beaucoup le soleil, mais on voit surtout qu'il est très créatif parce que voilà, il s'invente un petit peu tous ces volumes autour de lui. On voit que effectivement il s'éclaire à la bougie et donc on peut se raconter des tas et des tas d'histoires. Donc c'est de la gouache et de l'huile sur papier qui vient vraiment petit à petit, tous les volumes en fait se créent par une superposition comme ça de couches. Si vous vous approchez, vous le voyez, puis si vous vous baissez, vous voyez les éléments qui brillent, ce sont les éléments à l'huile. En fait, l'idée c'est qu'on parcourait comme entrer dans un freak show. Donc on arrivait, on a chacun des espaces en fait qui est montré par comme une affiche de cirque en fait au-dessus. Et donc là on arrive dans la partie de Cécité Malaga, on a quelques pièces ici. Ici on a un peu comme un carnet de croquis, c'est-à-dire que sont jetés sur la table plein de croquis de différents projets, parce qu'un carnet de croquis, c'est jamais ordonné. Donc là, l'idée, c'était qu'on se retrouve un petit peu comme, ces 3 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. On en voit quelques-uns, mais bon, il y a eu beaucoup plus de croquis que ça. Là, on a plein de techniques, hein, c'est de la sanguine, c'est de l'encre de Chine, c'est de l'aquarelle, c'est du crayon, tout simplement, ici, sur papier. Et là, on a une autre technique, parce que là, c'était un livre assez personnel, assez particulier sur la vue, parce qu'il m'est arrivé, Olivier s'en rappelle, j'ai eu des petits soucis de santé où j'ai perdu la vue pendant quelques temps, et j'ai recouvré la vue un petit peu, et je me suis intéressé à ça, parce que c'était assez terrifiant en fait de perdre le sens qui me servait le plus donc de se revenir un petit peu à l'essence en fait. Qu'est-ce qui fait d'un être ce qu'il est? Est-ce que c'est simplement sa fonction? Est-ce que c'est le fait de voir? Et donc on découvre ce personnage de Cécité Malaga, une funambule aveugle qui va recouvrer la vue et donc qui va perdre à la fois une partie de son identité, parce que ce qui fait son identité c'était d'être aveugle et c'était de jouer comme ça avec la mort. Et lorsqu'enfin ses souvenirs reviennent, qu'est-ce qui se passe? Et donc là j'avais utilisé une autre technique, c'est du fusain et de la gouache et à la fin un peu d'huile quand même sur papier. Et
un petit peu comme un souvenir abîmé, des vieilles photos, des daguerreotypes. J'ai voulu que l'image soit un peu altérée. Donc quand vous vous rapprocherez, vous verrez, il y a des parties qui sont abîmées au cutter comme ça, comme des photographies en fait anciennes qui auraient été bougées dans des sacs ou voilà, au gré des souvenirs. Ici, alors là, je dois dire que c'est un peu à cause d'Olivier qu'on a cette partie-là. Qui n'était pas prévu tout à fait au départ, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une partie de nostalgie autour de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui est un univers que j'affectionne énormément et qui fait partie de moi pour toujours. C'est un auteur que j'ai illustré quand c'était les 150 ans, mais c'était un livre auquel j'ai rêvé je pense depuis que je l'ai lu quand j'avais 11 ans. Et c'est vrai que cet univers ambivalent, avec des personnages dont on a du mal à définir de quel côté ils penchent, comment ils sont, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, intéressé. Et du coup, ici, on représente certaines peintures plus anciennes qui viennent du livre, de l'autre côté du miroir. On retrouve la petite reine de cœur, puisqu'on fait l'enfance des méchants, donc voilà, j'ai fait l'enfance de la reine de cœur. J'en ai profité parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de dessiner du Alice, donc pour l'exposition, j'ai fait quelques petites aquarelles qui ont juste été faites pour l'exposition. On va passer à Histoire de femme samouraï. Donc c'est un livre... et bien là, on a encore un autre auteur avec moi, donc Sébastien Pérez. Bien. Donc ça, c'est un livre qu'on a conçu ensemble avec Sébastien Pérez sur des destins de femmes samouraïs. Donc le livre des vilains, enfin l'histoire, l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux, c'est déjà Sébastien qui l'a écrit. J'avais eu cette idée et en fait c'était quand même incroyable que personne l'avait eu avant de faire l'enfance des méchants. Et on a fait ce livre avec beaucoup de plaisir et assez, dans une espèce d'énergie incroyable. Le gros morceau, c'était aussi ce livre-là, Les histoires de femmes samouraïs. C'est un livre, en fait, pareil. J'écris à 19 ans une bande dessinée qui traite d'un petit fantôme qui est enfermé dans un temple et qui arrive à s'extraire de ce temple en prenant possession du corps d'un samouraï. Je ne savais pas à l'époque que ça existait, les femmes samouraïs, qu'on appelle les Onibugeisha. Et je découvre ça et je me dis, c'est pas possible, personne n'a raconté leurs histoires, alors que 30% des cadavres qu'on trouve sur les champs de bataille au Japon, c'est des ossements de femmes, et personne raconte leur histoire. Et là, je me mets à chercher avec Mathias Hayek, qui est historien, spécialiste et maître de conférences autour du folklore japonais, et rien. Aucun texte, on cherche pendant 3 ans et demi avec un historien correspondant là-bas aussi, pas de texte sur les femmes samouraïs. Et je finis par me dire que ça n'existe pas et c'est ce qui me confirme. Et donc on se dit que va falloir l'écrire, du coup, puisque personne n'a voulu écrire leurs histoires. La technique, c'est toujours gouache et huile sur papier. Là, il y a une autre petite technique ici, qui est du crayon et de l'aquarelle sur papier. L'idée, c'est d'avoir une palette limitée qui rappelle un peu les estampes japonaises, sans singer, parce que ça sert à rien. Moi, je ne suis pas japonais, je ne suis pas estampillé, donc ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de donner un sentiment, mais pas nécessairement de singer, en fait, puisque je trouve que c'est plus intéressant d'apporter quelque chose de différent. Et en revanche, les couleurs que j'ai choisies, parce que les couleurs racontent aussi quelque chose. Là, j'ai utilisé évidemment le rouge de la guerre, du sang, de l'intériorité, mais on a aussi cette couleur entre deux, qui est de la couleur, le violet, qui est donc un mélange de rose et de bleu. Chez nous, c'est un mélange des genres. C'est aussi la couleur qu'on utilise pour les gens transgenres, mais en fait, c'est surtout la couleur qu'on utilise chez les Japonais pour évoquer l'indicible, le fantomatique, ce qui n'est pas clair, en fait, clairement défini. Et comme ce sont des personnages qui, en fait, traversent un petit peu les normes, les genres, puisqu'elles prennent la place des hommes, puisqu'elles n'ont pas normalement le droit de porter le sabre dans le Japon traditionnel, je me suis dit que c'était intéressant de jouer, en fait, avec ces couleurs. Donc, on a vraiment ces chromis-là qui reviennent beaucoup dans le livre.
on va passer avec Sébastien Pérez qui s'appelle La meilleure maman du monde. Donc c'était un livre qui parlait des différentes formes de maternité parce que récemment, avec les débats, le mariage pour tous, on a eu beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'était une famille, entre guillemets, normale. Ça m'a un petit peu piqué les oreilles parce que, sur cette idée des normes, parce que comme vous pouvez le voir, tout autour de cette exposition, c'est sur qu'est-ce que la norme, où est-ce qu'on doit se placer, qu'est-ce qui est normal, entre guillemets. Et finalement, je me suis dit, parce que l'argument maître, c'était un papa, une maman, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est naturel. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans la nature ? Est-ce que c'est si naturel que ça, un papa, une maman ? Et en fait, non. Un papa, une maman, c'est presque l'exception. On le retrouve chez les cygnes, par exemple, oui. Le père et la mère restent ensemble. Mais, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait différent chez les lapins, où c'est plutôt une mère seule. Chez les manchots, c'est les papas, plutôt qui élèvent les... Et puis chez les hippocampes, c'est carrément les pères qui portent l'enfant. Donc en fait, tout ça, c'est... Qu'est-ce qui est naturel au final et c'est qui la meilleure maman du monde, donc sous forme comme ça, un petit peu d'un jeu. Alors l'araignée, ça fait peut-être peur, mais c'est vrai que c'est la mère sacrificielle par excellence parce que concrètement, elle va se nourrir, préparer et nourrir ses enfants qui sont très nombreux. Et puis au bout d'un moment, quand ses enfants meurent de faim, elle va se laisser mourir et dévorer par ses propres enfants. Voilà. C'est ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est vraiment... je ne sais pas si c'est la meilleure maman du monde, mais en tout cas, elle donne tout. Ça, c'est sûr. Et c'est vraiment un livre où ça m'a permis de beaucoup travailler autour de la tendresse, c'est vraiment un univers sur lesquels je pense on ne m'attendait pas et qui était entièrement animalier, parce qu'il y a la maman humaine qui est traitée comme un animal, vous verrez dans le livre. C'est pas mon image préférée, donc je ne l'ai pas mise. Mais du coup, ça m'a permis de travailler les poils, vous pourrez vous approcher, mais il fallait qu'il y ait un côté vraiment très dufteux, très doux, très tendre, parce que c'est vraiment un livre qui parle du lien, puisque quelque part, la meilleure maman du monde, c'est avant tout la maman qui aime son enfant, tout simplement. Et donc, cette idée du lien, c'est tout le temps des personnages qui se touchent, il y a quelque chose de très, comment dire, charnel, tendre dans les images. Et j'ai beaucoup utilisé d'huile, donc là, vous verrez, il y a vraiment ce côté un peu molletonné qu'on retrouve dans les images qui sont très, très en volume. Je voulais que dans cette partie, on soit comme dans un aquarium. Donc, effectivement, on passe dans une autre dimension, puisqu'on est dans la dimension sous-marine. On a donc ce papier peint que j'ai réalisé exprès d'abord pour l'exposition d'Art de l'eau, mais qu'on a réutilisé ici. On a des chromies très particulières, vous verrez, là on est vraiment sur le bleu, le rose, parce que tout ça c'est une histoire de genre et d'identité, puisqu'en fait la petite sirène, en travaillant dessus, j'ai découvert des lettres qu'a écrit Andersen à Édouard Collin, des lettres d'amour, parce qu'il était fou d'amour pour un homme qui s'appelait Édouard Collin, qui était le fils de son mécène. C'était un amour qui était à sens unique. Et de ces lettres et de ce désespoir, puisque Édouard Collin décide d'épouser une femme, et le jour du mariage de Édouard Collin avec Henriette Thieberg, Andersen se met à écrire La petite sirène et c'est un cri du cœur déchirant où il utilise des morceaux entiers de ces lettres pour composer ce conte et composer ce conte qui parle d'une certaine façon de son impossibilité de genre. Et il y a d'ailleurs une fin qui n'avait jamais été publiée jusqu'à ce qu'on la publie pour la première fois, donc en 2023, enfin en 2022. C'est une fin que je vous laisserai découvrir dans le livre, mais qui en suspens dit qu'on peut avoir une identité de corps et une identité d'âme, puisqu'en fait, c'est un petit peu le parcours de la petite sirène à qui on coupe la queue pour qu'elle devienne une femme. Donc c'est une image qui est assez parlante, je crois. Donc dès le début, ici, on peut voir l'image, enfin c'est le volume qu'on a recréé avec Julien, qui reprend la couverture, qui reprend une forme qui est assez évocatrice, avec du coup le personnage en fait qui tourne autour de cette forme, dont la queue tourne autour de cette forme, cette queue qui est violette, donc la couleur effectivement de la transidentité, on retrouve donc ces codes couleurs là, on retrouve
aussi des personnages qui sont propres à la scène underground queer, qui ont déjà été réutilisés dans le Petite Sirène de Disney, parce qu'on retrouve ici la drag queen Divine, qui m'a inspiré la sorcière des mers, parce que la sorcière des mers, en fait, elle vit sous l'océan, à un endroit où il y a très peu de lumière, il n'y a qu'une lumière, il y a que des poissons avec des espèces de luminescentes. Je me suis dit, mais c'est comme une boîte de nuit, donc c'est un peu une reine de la nuit. Et donc voilà, on se retrouve du coup avec la petite sirène, dont on la retrouve ici. Ça, c'est une image de l'enfance des méchants. Là, on la retrouve dans sa prime enfance, avec les autres poissons. Et là, dans le coin, comme ça, vous pourrez retrouver des petits dessins qui sont juste au crayon et avec une gouache rose. Alors, depuis tout à l'heure, j'en parle pas parce que c'est tellement évident, mais il y a ce rose qui est fluo. Donc ça, c'était la première fois que j'utilisais une couleur comme ça. Ce rose fluo, c'était l'affirmation de l'identité que voulait avoir la petite sirène, qui voulait être une femme. Et donc, il y a ce rose fluo. Alors ça m'a demandé quelque chose au niveau technique d'assez compliqué, parce que le fluo, pour qu'il demeure fluo, il faut le mélanger à aucune couleur, ce qui est assez amusant, mais pour que le rose reste fluorescent. Parce que dès qu'il se mélange, vous regarderez, il perd son fluo. Dès qu'il y a un petit peu d'ombre, il perd son fluo. Donc voilà. Et donc la dernière chose, c'est ce volume, qui est, je crois, le plus technique qu'on ait fait avec Julien. Et à chaque fois qu'on le déplace, c'est, comment dire, une angoisse, de tout temps, parce que elle ne tient, elle est assez lourde quand même, parce qu'elle est remplie, et cette queue est extrêmement fragile. Et donc, du coup, c'est un espèce de jeu de poids pour que le poids se répartisse comme il faut, sauf qu'en fait, elle ne peut tenir que quand elle est sur cette tige comme ça, mais sauf que pour le transport, on ne la transporte pas comme ça, donc autant vous dire que, puis toutes les petites choses là du corail qui sont très délicates, c'est autant de petites catastrophes qui peuvent se produire, donc voilà, c'est à chaque fois là, voilà, on le présente ici, je pense que c'est la dernière fois qu'elle va bouger, elle bougera plus.